Salut la team ancienne star. Je n'ai fait que jeter un œil distrait, lever les yeux vers la foule, et il a juste flash à ma tête à 60 centimètres. Et j'ai juste fait comme ça, comme pour chasser une mouche. Imaginez la scène. Une arène bondée, bourdonnante d'énergie, remplie de champions de karaté, de reporters et de curieux. Nous sommes en 1967, et peu en Occident ont déjà vu du kung-fu en combat réel. Un jeune Bruce Lee entre sous les projecteurs au tournoi international de karaté de Long Beach. Il commence par des démonstrations ludiques, des pompes sur 2 doigts, des coups de pied fulgurants, des mouvements trop rapides pour l'œil. Puis vient le défi qui restera gravé pour des générations. Un combat qui ne dure que quelques secondes, mais qui réécrit l'histoire des arts martiaux. Son affrontement record contre le champion Victor Moore a changé le karaté à jamais. Avant les projecteurs, avant que Bruce Lee ne devienne une icône mondiale, il n'était qu'un jeune homme essayant de faire ses preuves dans un monde qui ne connaissait pas encore son nom. Né à San Francisco en 1940, mais élevé dans les rues animées de Hong Kong, Bruce grandit dans une culture où les arts martiaux étaient plus qu'un sport. C'était la survie, la discipline, l'identité, et une bouée dans une ville qui menaçait de l'écraser. Adolescent, Bruce se retrouvait constamment dans des bagarres de rue. Il était rapide, audacieux, intrépide, mais il avait besoin de direction. Cette direction vint quand il commença à s'entraîner au Wing Chun Kung Fu sous le légendaire Ip Man. Le Wing Chun était différent des styles tapas accent grave-l'œil vus dans l'opéra chinois. C'était du combat rapproché, pratique, conçu pour le vrai combat. Bruce absorba ces leçons rapidement. Garde les mouvements simples, attaque directement, et ne gaspille jamais d'énergie. Mais même alors, il ne pouvait s'empêcher de poser des questions. Pourquoi bloquer d'une façon quand une autre pourrait être plus rapide? Pourquoi se limiter à un seul style quand chaque technique a quelque chose à enseigner? Quand Bruce revint aux États-Unis à la fin des années 50, il portait plus que des connaissances martiales. Il avait une curiosité insatiable et une envie de prouver que le kung-fu n'était pas juste une tradition ancienne. C'était un système de combat vivant et respirant. À Seattle, il ouvrit une petite école d'arts martiaux. Plus tard à Oakland et Los Angeles, ses écoles grandirent. Il entraîna des élèves de tous horizons, boxeurs, pratiquants de karaté, et même des acteurs d'Hollywood qui voulaient apprendre ses méthodes. Sa philosophie se formait déjà. Les arts martiaux doivent s'adapter, évoluer, couler, et non être piégés dans des schémas rigides. Pourtant, le monde des arts martiaux en Amérique n'était pas convaincu. Le karaté explosait. Le judo était respecté. Et la boxe avait sa place établie dans les sports de combat. Mais le kung-fu, pour beaucoup, sonnait exotique, mystérieux, et peut-être même impraticable. Les gens se demandaient, ce jeune homme mince et énergique pouvait-il vraiment se mesurer aux champions de karaté de l'époque? C'est pourquoi les tournois devinrent le terrain de preuve de Bruce. Il ne s'agissait pas de trophées ou de médailles. C'était pour montrer devant des audiences bondées et des experts sceptiques ce qu'il pouvait vraiment faire. Sa première grande percée vint en 1964 au tournoi international de karaté de Long Beach, où il stupéfia la foule avec son coup d'un pouce et ses frappes en rafale. Mais 3 ans plus tard, en 1967, il revint à Long Beach. Il était plus affûté, plus rapide, et prêt à montrer une facette de lui qui allait changer l'histoire du combat à jamais. Le tournoi de karaté de Long Beach 1967. À l'été 1967, Bruce Lee n'était plus juste un visage curieux dans la foule. Il avait déjà laissé une impression à Long Beach 3 ans plus tôt, mais maintenant il revenait au même tournoi avec un but. La communauté martiale grandissait sceptique quant à la praticité du kung-fu. Le karaté dominait la scène américaine. Le judo avait le prestige olympique et la boxe était fermement établie comme le roi des sports de combat. La question qui bourdonnait dans l'arène était simple. Bruce Lee pouvait-il prouver que le kung-fu n'était pas juste une performance, mais du vrai combat? Le tournoi lui-même était rempli de talents. Des champions comme Chuck Norris, Mike Stone et Joe Louis étaient présents. Ces hommes étaient des noms connus dans le monde du karaté, et déjà célèbres pour des performances records dans des tournois à travers le pays. Si Bruce flanchait ici devant de tels champions légendaires, sa réputation pourrait ne jamais s'en remettre. Mais Bruce n'arriva pas timide ou hésitant. Il commença par des exploits de force et de contrôle. D'abord vinrent ses fameuses pompes sur 2 doigts. Avec son corps parfaitement aligné et ses doigts droits comme des barres,
Il descendit au sol et se repoussa vers le haut, en équilibre entièrement sur 2 doigts. Des halètements parcoururent l'audience. Même les artistes martiaux chevronnés étaient stupéfaits. Ce n'était pas un tour de cirque. C'était la preuve d'une puissance fonctionnelle brute construite par des années de discipline. Mais il n'avait pas fini. Il se banda les yeux et invita son élève Take Kimura sur scène. Ce qui suivit fut une leçon magistrale de contrôle. Kimura lança des coups de poing et de pied. Bruce les intercepta avec aisance et esquiva les attaques comme s'il pouvait les sentir avant qu'elles n'arrivent. Pour la foule, c'était déconcertant. Comment quelqu'un pouvait-il combattre efficacement sans vue? Pour Bruce, c'était la preuve que la maîtrise concernait l'instinct, le timing et l'adaptabilité, pas une forme rigide. À mesure que les démonstrations continuaient, le bourdonnement dans la foule grandissait. Ce jeune homme était-il vraiment aussi inarrêtable qu'il paraissait? Les champions de karaté dans l'audience se penchèrent en avant, attendant le moment où Bruce affronterait quelqu'un sur un pied d'égalité. Et c'est alors qu'une nouvelle figure entra sur scène, Victor Moore. Vic était un champion du monde de karaté à 4 reprises et ceinture noire 10e dan. Il n'était pas juste respecté, il était craint. Moore avait bâti sa réputation dans les arènes les plus dures, battant certains des meilleurs combattants du monde. Si quelqu'un pouvait exposer Bruce Lee, c'était lui. Ce qui se passa ensuite resterait gravé à jamais. En quelques secondes, le défi de vitesse légendaire entre Bruce Lee et Vic Moore allait se dérouler. Et il fut capturé dans une vidéo réelle qui choque encore les historiens des arts martiaux aujourd'hui. Le défi de vitesse légendaire avec Vic Moore. Quand Vic Moore avança au tournoi international de karaté de Long Beach 1967, l'atmosphère changea. Moore n'était pas juste un autre compétiteur. C'était un champion du monde de karaté à 4 reprises, une ceinture noire 10e dan, et un combattant avec un palmarès qui en faisait l'un des hommes les plus respectés de l'histoire des arts martiaux. Si Bruce Lee n'était qu'un performeur tapac sans grave l'œil, Moore était l'homme pour le prouver. La foule allait assister à un combat qui pourrait décider de la crédibilité de Bruce à jamais. Bruce expliqua les règles calmement. Il lancerait un coup de poing. Si Vic Moore pouvait ne serait-ce que toucher sa main pendant qu'elle arrivait, Bruce admettrait la défaite. Pas besoin de KO, pas de combat prolongé, juste un toucher. Ça pourrait sembler simple. Après tout, chaque combattant entraîné pratique le blocage de frappe. Mais le test n'était pas sur la force. C'était sur la vitesse. Une vitesse à un niveau que la plupart n'avaient jamais vu. Quand Bruce prit sa stance, il semblait à peine bouger. Puis dans un flou, son poing jaillit comme la foudre, s'arrêtant juste avant le visage de Moore. Le coup était venu et reparti avant que Moore ne puisse même réagir. Des halètements éclatèrent dans l'audience. Bruce se réinitialisa et réessaya, même résultat. La main de Moore ne quitta jamais sa garde. Elle était figée par l'impossibilité du défi. Bruce le répéta encore et à chaque fois sa main glissait à travers les défenses de Moore. La vidéo réelle de ce moment, préservée après toutes ces années, reste l'un des enregistrements les plus convaincants des capacités de Bruce. Même au ralenti, la caméra peine à suivre son mouvement. Ses frappes étaient trop rapides pour l'œil humain. Ce que l'audience vit en quelques secondes a été étudié par les artistes martiaux pendant des décennies. Des années plus tard, Vic Moore affirmerait avoir réussi à bloquer certains de ses coups et même apporter quelques frappes de son côté. Mais voilà le problème, aucune autre vidéo ou témoin oculaire n'a jamais confirmé cette version des événements. Des centaines de spectateurs, y compris des champions de karaté comme Chuck Norris et Joe Louis, virent la même chose. Le champion du monde fut incapable de poser un doigt sur Bruce Lee. Pour beaucoup, le débat s'arrêta là. Ce qui rend ce défi légendaire, ce n'est pas juste le résultat, c'est les implications. Dans l'histoire des arts martiaux, les tournois concernaient souvent les points, les frappes mesurées et les techniques contrôlées. Bruce, lui, ne s'intéressait pas au scoring. Il voulait montrer à quoi ressemblait le vrai combat. Sa philosophie était simple. Intercepte l'attaque avant qu'elle n'arrive même. Ce principe devint le cœur de son propre style martial, le Jeet Kune Do, qui se traduit littéralement par la voie du poing qui intercepte. Et intercepté, il le fit. Les défenses de Moore étaient affinées par des années de tournois de karaté, mais elles n'étaient pas de taille contre la vitesse record de Bruce. Ce n'était pas une question de force brute ou de taille. Bruce était plus petit et plus léger. C'était une question de timing, de précision,
et de réflexes si aiguisés que dès qu'un adversaire pensait bouger, Bruce était déjà là. La foule à Long Beach partit sans doute. Ils avaient vu quelque chose d'inoubliable. C'était un combat qui dura seulement quelques secondes, mais qui réécrivit ce que les artistes martiaux croyaient possible. La vidéo de Bruce Lee surpassant un champion du monde reste l'un des clips les plus rares et légendaires de l'histoire des arts martiaux. C'est le moment qui transforma Bruce d'une étoile montante en un champion incontestable. Et cela prouva que son influence s'étendrait bien au-delà d'un seul tournoi. Mais Bruce n'était pas juste une question de vitesse. La partie suivante de sa démonstration montrerait une autre facette de sa maîtrise, la puissance. Si la vitesse le rendait intouchable, son coup d'un pouce record montrait pourquoi chaque frappe qu'il portait pouvait être dévastatrice. Le coup d'un pouce et au-delà. La vitesse seule ne fait pas un grand combattant. Après tout, à quoi sert d'être le plus rapide de la pièce si ta frappe ne peut rien faire? Bruce Lee le savait, et c'est pourquoi il travailla sans relâche pour combiner vitesse et puissance record. Son exemple le plus célèbre, le coup d'un pouce, était un spectacle qui stupéfie encore les audiences aujourd'hui. Au tournoi de Long Beach, après avoir étourdi la foule avec son duel contre Vic Moore, Bruce se tourna vers une démonstration qui semblait presque impossible. Il se plaça devant un volontaire grand, posa son poing à 1 pouce de la poitrine de l'homme, et l'avertit de se préparer. Puis avec un mouvement court et explosif, Bruce délivra un coup qui envoya l'homme voler en arrière de plusieurs mètres, s'écrasant dans les spectateurs. La foule devint folle. Même quand la vidéo est ralentie, on voit que le corps de Bruce bouge à peine. Pourtant, la force est indéniable. Comment a-t-il fait? Ce n'était pas de la magie. C'était de la biomécanique. Bruce avait étudié comment générer une force maximale avec un mouvement minimal. Il entraîna ses fibres musculaires rapides sans relâche et développa la capacité d'exploser à la commande. Il utilisa ses hanches, épaules et jambes en parfait unisson, et canalisa l'énergie à travers tout son corps jusqu'à son poing en une fraction de seconde. Il emprunta même des concepts à l'escrime, traitant le coup comme une truste d'épée. Tranchante, directe, imparable. C'était différent de ce que la plupart des combattants en karaté ou boxe pratiquaient à l'époque. En boxe, la main forte est gardée en arrière pour délivrer des crosses ou crochets chargés de puissance. Bruce inversa cette idée. Il fit de sa main avant l'arme, rapide, précise et étonnamment forte. C'était une pensée de combat à l'envers, et cela lui donna un avantage que personne ne pouvait anticiper. Le coup d'un pouce n'était pas juste pour le show. Il prouvait que la force dévastatrice pouvait venir de l'économie de mouvement. Pas d'énergie gaspillée, pas de grand wind-up, juste une efficacité pure. C'était la philosophie de Bruce. Combat plus intelligemment, pas plus durement. Et tandis que les champions de karaté s'appuyaient sur des katas bien drillés et que les boxeurs entraînaient des combinaisons pour submerger leurs adversaires, Bruce montra qu'une seule frappe lancée avec un timing parfait pouvait terminer un combat en quelques secondes. La science moderne confirma plus tard la puissance derrière cette technique. Des études sur les boxeurs ont montré que les coups peuvent générer plus de 1000 livres de force. Le coup d'un pouce de Bruce, bien que jamais mesuré en conditions de labo, fut estimé par des experts pour rivaliser ou même dépasser ces chiffres malgré la minuscule portée. Pas étonnant que ces démonstrations soient devenues légendaires. Mais voilà le point plus profond. Pour Bruce, le coup était plus qu'un stunt. Il symbolisait sa croyance que les arts martiaux devaient concerner l'efficacité, pas la tradition. Pourquoi gaspiller du temps sur des mouvements élaborés si une frappe directe pouvait terminer le combat? Cette pensée formerait la base du Jeet Kune Do, la philosophie martiale qu'il allait dévoiler au monde. La naissance du Jeet Kune Do. La vitesse et la puissance de Bruce Lee étaient époustouflantes. Mais il ne voulait jamais être remembert seulement pour des coups tapacs sans grave-l'œil ou des exploits records. Pour lui, le combat n'était que la surface. Ce qui comptait le plus, c'était la philosophie en dessous. Il croyait que les arts martiaux devaient évoluer au-delà des styles rigides et traditions. Cette croyance devint la graine du Jeet Kune Do, un système qui changerait le combat à jamais. À l'époque, le karaté, le judo et le kung-fu étaient souvent enseignés avec des règles strictes. Les pratiquants drillent des katas, mémorisaient des formes, et restaient loyaux à leur style choisi. Bruce respectait la tradition, mais il en voyait aussi les limitations. Et si un mouvement semblait beau à l'entraînement mais échouait en vrai combat? Pourquoi se limiter à une seule école de pensée quand le monde offre d'innombrables techniques? Il était direct là-dessus.
absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, et ajoute ce qui t'est propre. Jeet Kune Do, ou la voie du point qui intercepte, était sa réponse. Au lieu d'être lié à un seul style martial, Bruce encourageait les combattants à emprunter, adapter, personnaliser. Du Wing Chun, il garda les chaînes de coups et les blocs d'interception. De la boxe, il prit le jeu de jambes et le rythme. De l'escrime, il absorba l'idée de thrust direct. Du judo et du grappling, il apprit le contrôle et le levier. Il cousit tout cela ensemble en quelque chose de nouveau, une méthode de combat qui valorisait la liberté sur la forme. Mais le Jeet Kune Do n'était pas juste sur le combat physique. C'était aussi mental. Bruce disait souvent, « Le plus grand adversaire n'est pas la personne en face de toi. C'est toi. » Le doute, la peur, la colère, la rigidité. Ce sont les vrais ennemis. Son histoire célèbre de la tasse vide l'expliquait le mieux. Si ton esprit est déjà plein d'idées fixes, tu ne peux rien absorber de nouveau. Pour vraiment grandir, tu dois d'abord vider la tasse. C'est là que vient sa métaphore la plus célèbre, l'eau. Sois comme l'eau, mon ami. Coule quand tu dois, écrase quand il le faut. Ne résiste pas ou ne t'accroche pas à la forme. Adapte-toi à ce que tu affrontes, que ce soit en combat ou dans la vie. Ce mindset était révolutionnaire à l'époque. Pour beaucoup d'artistes martiaux, ça sonnait presque comme une hérésie. Mais Bruce n'avait pas peur de la controverse. Il construisait un chemin qui inspirerait les combattants pour des générations. Et rien ne le prouva mieux que les rares vidéos réelles de Bruce en sparring avec des élèves où sa philosophie prenait vie en mouvement. Fluide, imprévisible, et dévastativement efficace. Sparring et démonstration. L'une des choses les plus fascinantes sur l'héritage de Bruce Lee est combien peu de vidéos de vrais combats il existe. La plupart de ce que les gens connaissent vient des films, des histoires, ou des démonstrations. C'est pourquoi les clips rares du tournoi international de karaté de Long Beach 1967 sont si précieux. Ils ne montrent pas juste un artiste martial en performance. Ils montrent Bruce Lee en combat. Dans la vidéo, Bruce est facile à repérer. Il porte une bande blanche dans le dos pour se distinguer de son adversaire élève. L'élève ouvre avec un sidekick tranchant, un mouvement qui pourrait terrasser la plupart des combattants, mais Bruce l'intercepte instantanément. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le cœur du Jeet Kune Do. Le but entier était d'arrêter une attaque avant qu'elle n'ait une chance d'atterrir, et Bruce le fit paraître effortless. L'élève avança avec une barrage de coups de pied, mais Bruce les esquiva, avançant juste assez pour neutraliser les frappes. Puis vint une rafale de coups de poing visant le visage de Bruce. La foule s'attendait à ce qu'il bloque ou recule, mais au lieu de cela, Bruce contre-attaqua avec 2 coups fulgurants de son côté. Ils atterrirent proprement et son adversaire chancela en arrière. Ce qui suivit fut encore plus révélateur. L'élève réessaya, mélangeant cette fois des feintes et des coups directs, mais Bruce était prêt. Il bloqua, puis enfonça un coup de genou puissant droit vers la tête de son adversaire. L'équipement protecteur absorba l'impact, mais tous ceux qui regardaient savaient. Sans ce rembourrage, ça aurait pu être un chaos. Le combat continua, mais l'issue était déjà claire. Bruce dominait chaque échange. Il était toujours un pas en avant. À un moment, alors que son adversaire lançait un autre coup, Bruce frappa en premier, atterrissant un tir propre au visage, puis le balaya au sol. Le coup de suivi, retenu mais précis, rendit évident. Si c'était un vrai combat, ça se serait terminé là. Ce qui frappe dans la vidéo n'est pas juste la vitesse ou la précision de Bruce. C'est son contrôle. Il n'essayait pas d'humilier son élève ou de prouver qu'il était invincible. Il enseignait et montrait à la foule à quoi les arts martiaux devaient ressembler en vrai combat. Rapide, décisif, efficace. Pas de mouvement gaspillé, pas d'échange prolongé, juste une domination complète par le timing et l'adaptabilité. Pour les champions de karaté dans l'audience, des gens comme Chuck Norris, Mike Stone et Joe Louis, c'était révélateur. Ils s'étaient entraînés pendant des années dans des systèmes structurés, maîtrisant les katas et les règles de tournoi. Mais Bruce leur montrait quelque chose de différent. Il montrait à quoi ressemblait le combat sans règles. Et cette influence ondulerait à travers l'histoire des arts martiaux, posant essentiellement les bases de ce que nous appelons maintenant les arts martiaux mixtes. Bruce Lee ne prétendait pas être imbattable. Mais dans ces rares secondes de vidéos réelles, le monde vit à quel point il était en avance sur son temps. Et de là, son influence ne fit que grandir.
Elle forma des champions, des tournois, et la définition même du combat. Influence sur l'histoire des arts martiaux. La vidéo de Long Beach ne stupéfia pas juste la foule. Elle planta des graines qui grandiraient en l'un des plus grands changements de l'histoire des arts martiaux. Jusqu'alors, la plupart des combattants en Amérique s'entraînaient dans des styles clairement définis. Les karatékas restaient au karaté. Les boxeurs boxaient. Les spécialistes de judo grappelaient. Chacun avait sa voie. Traverser dans un autre style était presque inouï. Bruce Lee brisa ce mur en montrant aux champions de karaté que le kung-fu n'était pas juste théâtral mais brutalement efficace. Il les força à repenser ce que le combat pouvait être. Chuck Norris, Joe Louis et Mike Stone, des noms qui définissaient le circuit de tournois de karaté, étaient tous dans cette audience. Ils virent Bruce intercepter des coups de pied, frapper avec une vitesse fulgurante, et s'adapter sans couture aux attaques de son élève. Des années plus tard, beaucoup de ces hommes admiraient que Bruce avait une influence profonde sur la façon dont il s'entraînait et combattait. Joe Louis, souvent appelé le père du kickboxing américain, crédita plus tard Bruce pour l'avoir aidé à développer des stratégies combinant karaté et boxe. Chuck Norris, qui devint champion du monde à 6 reprises, s'entraîna en privé avec Bruce et intégra des parties de sa philosophie dans son propre enseignement. Même Mike Stone, connu pour son style de karaté agressif, parla de l'impact des idées de Bruce sur le mélange d'efficacité avec la tradition. Mais l'influence de Bruce alla au-delà des combattants individuels. Il pavait aussi la voie aux arts martiaux mixtes. Son idée d'emprunter à chaque style prendre le meilleur de la boxe, du judo, de la lutte, de l'escrime et du kung-fu était révolutionnaire dans les années 60. Aujourd'hui, c'est la base de l'UFC et du MMA moderne. Les combattants s'entraînent dans de multiples disciplines parce qu'ils savent que la spécialisation n'est pas suffisante. Ce concept venait directement du Jeet Kune Do de Bruce Lee. Et puis il y a sa philosophie, la partie qui atteignait bien au-delà du ring. Sois comme l'eau, mon ami. Ce n'était pas juste une phrase accrocheuse. C'était une façon de vivre. Bruce enseignait qu'un combattant comme l'eau devait s'adapter à n'importe quelle forme, couler dans n'importe quelle ouverture, et ne jamais s'accrocher à la forme. En combat, ça signifiait rester imprévisible. Dans la vie, ça signifiait embrasser le changement au lieu de lui résister. Cette leçon résonnait avec des athlètes, des acteurs, des leaders d'entreprise, et des gens ordinaires qui voyaient en Bruce un modèle de flexibilité et de résilience. Le combat de Long Beach, qui dura seulement quelques secondes, devint un symbole. Il montra que les arts martiaux n'étaient pas une question de qui pouvait mémoriser le plus de mouvements. C'était une question de qui pouvait penser, s'adapter, et frapper quand ça comptait. De cette façon, Bruce devint plus qu'un champion. Il devint un enseignant pour quiconque voulait maîtriser à la fois le combat et soi-même. Et c'est pourquoi des décennies plus tard, nous revenons encore à ce tournoi légendaire, à ce bout de vidéo réel pour se souvenir de l'homme dont l'influence durera pour toujours. Le combat de Bruce Lee à Long Beach restera à jamais dans les mémoires. Il était rapide et choquant, oui, mais il symbolisait aussi la liberté. Liberté des styles rigides, liberté du doute, liberté de devenir quelque chose de plus grand. Et c'est pourquoi même des décennies après son décès, Bruce Lee reste ce qu'il était cette nuit-là, un champion. Le combat légendaire de Bruce Lee à Long Beach ne dura que quelques secondes, mais changea les arts martiaux à jamais. Qu'est-ce que vous pensez être sa plus grande influence? La vitesse, la puissance ou la philosophie? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires. Nous aimerions savoir.